Bonjour à tous et merci d'être présents aussi nombreux pour ce nouveau webinaire que vous propose le groupe Soorman sur un thème largement d'actualité, encore une fois, qui est celui de l'importance du CO2 et du renouvellement d'air. Alors pour ce faire, aujourd'hui, on va parcourir donc différents sujets. Donc d'abord en fait se présenter et puis faire un petit récap en fait de ce qu'est la qualité d'air intérieur. On verra bien entendu en fait l'importance du CO2, l'importance de la ventilation ainsi que celle de la filtration dans nos quotidiens. Alors, tout d'abord, pour se présenter, qui est le groupe Surman? Donc, le groupe Surman est un groupe international qui contribue partout dans le monde à l'amélioration de la qualité d'air intérieur en vous proposant des systèmes de détection et de mesure. On est fabricant français basé en Dordogne avec environ 280 employés, donc en France, un petit peu plus dans le monde, donc à Montbron-Ménestérol, et on conçoit, on fabrique, on répare et on étalonne même tout type d'appareil. Alors, à savoir que pour l'étalonnage, on est même COFRAC dans deux grands domaines que sont ceux de la température et de l'humidité. Au niveau de notre fabrication, de notre offre instruments, on fabrique tout ce qui est appareil de mesure portable, également des enregistrants en fait autonomes dans différents paramètres, et ainsi que des appareils à poste fixe. Donc les domaines sont variés, température, vitesse, humidité, pression, débit, combustion, également bien sûr qualité d'air. Et on a une autre casquette en fait au niveau de notre activité, c'est la fabrication notamment de pompes de relevage de condensat qu'on va retrouver en fait sur les clims afin d'éviter de se prendre des petites gouttelettes sur la tête dans les bâtiments. L'organisation commerciale de Sorman en France, c'est trois grandes régions avec différents sites qui ne se figurent pas en fait sur cette carte. Moi-même, je suis basé dans le nord, dans nos bureaux en fait de l'Équin. Donc trois grandes régions avec une quinzaine de commerciaux itinérants. Si jamais vous avez besoin que l'un d'entre eux en fait vienne vous voir, c'est avec grand plaisir pour vous conseiller à la fois techniquement et commercialement. Et vous pouvez nous joindre en fait donc de 8h30 à 17h30 du lundi au vendredi. Voilà. Donc, pour rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet, donc l'importance du CO2, on va continuer, enchaîner. Donc, comme je vous avais dit, on va faire tout d'abord en fait un petit zoom sur la qualité d'air intérieur. Pourquoi? Parce que le CO2 fait partie de la qualité d'air intérieur et la qualité d'air intérieur est un enjeu de santé publique. Par exemple, en 2016, 91% de la population mondiale, selon l'OMS, vivait dans des endroits où les lignes directrices en fait relatives à la qualité d'air n'étaient pas respectées. La qualité d'air intérieur, il faut savoir qu'en moyenne, en France, ça fait 40 000 décès par an ces dernières années devant les problèmes liés à l'alcool. Voilà, donc les répercussions sur la santé, peuvent se faire sentir à court, moyen, voire long terme, selon le type de polluant auquel on est exposé. Et des polluants, il y en existe beaucoup. Donc la pollution, petite question, est-elle principalement extérieure? Eh bien c'est faux. Maintenant on en parle assez souvent en fait ces dernières années. Donc 85% en fait du temps que l'on passe en fait est en intérieur. Un logement sur deux est d'ailleurs en fait contaminé par ce qui s'appelle en fait des COV. Donc je vais pas le détailler aujourd'hui. On a fait un webinaire sur le sujet de la qualité d'air intérieur en début d'année. Et 25% des Français souffrent d'allergies. Et sachez qu'on ne n'est pas allergique, on le devient. Au niveau des principaux polluants, des principaux paramètres de la qualité d'air intérieur, on va retrouver, là j'ai mis en tête de liste le dioxyde de carbone, donc le CO2 qui est le sujet du jour. Mais surtout en fait, juste un petit rappel, ne pas oublier en fait les autres paramètres très importants de la qualité d'air intérieur. Ici j'en cite quelques-uns. Donc par exemple, je pense notamment au formaldéhyde qui est un COV qui est cancérigène avéré. Voilà. À noter aussi que les conditions de température, d'hygrométrie, de vitesse et de débit, voire de pression, donc dans certaines salles, ainsi que la circulation d'air en fait dans un bâtiment peuvent être des accélérateurs d'une mauvaise qualité d'air intérieur, d'où l'importance de parler de renouvellement d'air. Voilà, j'en ai fini pour cette petite intro et on va revenir donc au niveau du CO2 parce que depuis la Covid, on en parle beaucoup. Alors pourquoi on en parle beaucoup? Parce que comme je vous ai indiqué en fait sur la gauche, c'est représentatif en fait du confinement de l'air. Dans un environnement clos, en présence en fait de personnes contaminées, il est difficile de mesurer la concentration en particules virales de l'air. Alors en revanche, tout ce qui est devenir en fait de ce qui est aéroporté,
des aérosols par exemple ou des bactéries virales suit globalement la même dispersion dans l'air que les gaz que nous expirons et dont la concentration dans l'air est plus facile à mesurer. C'est notamment le cas pour le CO2, pour la concentration en CO2 dans l'air. Donc le dioxyde de carbone, je le rappelle, qui est mesurable et qui est représentatif, encore une fois, de ce qu'on appelle le confinement de l'air. Le CO2 est aussi considéré comme un traceur du renouvellement d'air d'une pièce. En extérieur, on va retrouver 21% d'oxygène, grosso modo 78% d'azote et 0,04% en fait de CO2, qui représente grosso modo 450 ppm. J'aime bien faire un comparatif par rapport au pourcentage que ça représente dans l'air parce que c'est vraiment infime. Par contre, l'air que l'on expire, donc lors de la respiration, on aspire, on expire, l'air que l'on expire, lui, comporte jusque 4% en fait de CO2, soit 40 000 ppm. Dans une pièce, la quantité totale en fait de CO2 due à la respiration humaine qui sera présente dans l'air dépendra à la fois du nombre de personnes. Plus on est nombreux, plus on expire, on va dire, de CO2. Donc plus il y a un risque, on va dire, d'accumulation de concentration élevée de CO2. Mais au-delà du nombre de personnes, ça va dépendre également du taux de renouvellement d'air, parce que si on concentre, on va dire, un certain taux de CO2 à l'intérieur, à la limite, c'est pas trop grave si nos systèmes de ventilation, si notre renouvellement d'air en fait est suffisant pour l'envoyer en fait vers l'extérieur. Donc, alors le CO2 c'est important aussi parce que plusieurs études en fait internationales, le petit tableau en fait que vous avez sur le dessous, ont été menées et font le lien entre la concentration de CO2 dans l'air intérieur et les performances des occupants. Par exemple, au-delà de 1000 ppm, les occupants sont moins performants en matière de saisie de texte, de prise de décision, de calcul, de résolution de problèmes. Au-delà de 1500 ppm, on voit également apparaître des signes de somnolence, des maux de tête, des symptômes de fatigue. Et à concentration beaucoup plus élevée, le CO2 en fait peut être dangereux pour la santé, même toxique. Voilà, si dans l'air en fait le mélange en fait ne comporte quasiment plus que du CO2, ça va être très très compliqué en fait de respirer. Voilà, donc ça a des concentrations beaucoup plus élevées évidemment. Donc, dans l'habitat, il est recommandé d'aérer au minimum 15 minutes par jour. C'est pas pour faire beau, c'est pour renouveler, on va dire, l'air intérieur, et de posséder une VMC. D'ailleurs, une VMC, c'est obligatoire, en fait, dans les constructions neuves. Le CO2 est produit, encore une fois, et rejeté par l'organisme humain au cours de la respiration. Alors, faut pas oublier non plus que c'est produit également par tout ce qui est animaux. Les animaux aussi respirent. Voilà. C'est également dégagé, en fait, par tout ce qui est divers combustions, comme les feux ouverts, les bougies ou les cigarettes. Renouveler l'air en fait intérieur, c'est super important. Donc rappel, le taux de CO2 idéal en intérieur doit être inférieur à 1000 ppm, même voire 800 ppm avec le port du masque. On verra juste après les avis du Haut Conseil de santé publique. Dans les ERP, il est même demandé de déterminer, donc ERP, je rappelle, c'est établissement recevant du public. Il est d'ailleurs demandé de déterminer ce qui s'appelle l'indice de confinement. Donc pour en revenir et juste faire un petit zoom sur les ERP, donc la réglementation dépend de la surveillance en fait de la qualité d'air dans certains ERP, qui est une obligation réglementaire depuis le petit décret que je vous ai indiqué sur la gauche de votre écran. Donc le décret 2015-1926 du 30 décembre 2015, donc qui a différentes étapes. Vous voyez, on est encore dedans, donc depuis le 1er janvier 2018 jusqu'à 2023. Donc il y a eu beaucoup d'informations ces dernières années, ces derniers mois en fait là-dessus. Donc je vais pas rentrer dans le détail. Mais si je vous fais un petit résumé, c'est à mettre en œuvre tous les 7 ans par le propriétaire ou l'exploitant de l'établissement qui doit faire l'évaluation des moyens d'aération, et à ça s'ajoute une campagne de mesure dépolluants réglementés qui doit être réalisée soit par un organisme agréé ou en mettant en œuvre un plan de prévention. Donc ça, c'est ce qui est demandé dans ce fameux décret. Donc les mesures à effectuer portent sur le CO2, les COV, le formaldéhyde, le benzène et dans certains cas le tétrachloroéthylène. Voilà. Donc je vais pas rentrer dans le détail en fait de ces COV, mais vous voyez que le CO2 en fait c'est notamment quelque chose qui est demandé depuis quand même pas mal de temps, sachant que ce décret en fait de 2015 est une évolution d'un texte qui était paru en 2012, d'une loi en fait qui était partie en 2012 sur le sujet. Donc le CO2 c'est quelque chose qui est connu depuis très très longtemps. Alors, pourquoi je vous parle de cette réglementation? Eh bien, c'est parce que celle-ci, on va dire, borde bien les caractéristiques que doivent avoir les capteurs de CO2. Et aujourd'hui, malheureusement, effet de mode, sur le marché, on trouve un peu de tout
dans le domaine, avec des appareils qui sont pas forcément adaptés ou à ce qu'on veut faire, on va dire, dans le quotidien, ou pas suffisamment précis ou fiables sur la durée pour vous apporter, on veut dire, satisfaction au niveau de vos différentes en fait études. Voilà, on trouve vraiment un petit peu de tout. Donc, je vous rappelle que le CO2, c'est 0,04% de l'air. C'est très petit. Ça se mesure pas avec n'importe quoi. C'est pas avec un petit capteur électronique semi-conducteur qu'on va réussir à faire une mesure de CO2. Ça se fait pas comme ça. 0,04%, c'est infiniment petit parmi l'air. Donc, un appareil de mesure doit non seulement être précis et fiable lors de son achat, mais comme je vous disais, il doit être également avoir une très très bonne en fait stabilité dans le temps. Il ne faudrait pas qu'il dérive. Admettons, si j'ai une dérive en fait de quelques pourcents de ma mesure, encore une fois, en fait, c'est une affinité en fait de l'air, bah, je risque d'avoir une erreur d'indication qui va me dire, bah, en plein hiver, en fait, bah, laisser les fenêtres ouvertes. Donc, pour une école, par exemple, c'est peut-être pas très judicieux. Voilà. Et un appareil de mesure, sachez que dans le temps, ça dérive, c'est tout à fait naturel. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a des systèmes d'étalonnage qui sont mis en place ou des systèmes de contrôle et de calibration. Voilà. Et ça dérive plus ou moins vite en fonction de la qualité de l'appareil que vous avez. Donc, dans les établissements de recevement du public, les campagnes de mesure de CO2 doivent se faire avec des appareils conformes aux exigences que vous voyez ici à l'écran, hein, et doivent notamment pouvoir enregistrer. Alors, pourquoi enregistrer dans ce domaine-là? Eh bien, les résultats de campagne de la mesure de CO2, ça permet de déterminer, comme je vous disais tout à l'heure, ce qui s'appelle l'indice de confinement. Voilà. Si je prends l'exemple d'une école, pour le calculer, seules les valeurs de concentration de CO2 mesurées pendant la présence des enfants dans les salles concernées sont prises en compte. Évidemment, on ne va pas s'amuser à prendre en compte les valeurs quand il n'y a personne, quoi. Voilà. L'indice va de 0, comme vous voyez aussi ici sur le tableau, à 5, donc le 5 étant représentatif d'un confinement en fait extrême, et un confinement élevé ou très élevé, donc de 4 ou 5, traduit une densité d'occupation importante associée à un renouvellement d'air insuffisant. Voilà, donc comme indiqué dans le petit fascicule du ministère, en cas de doute, n'hésitez pas à faire intervenir un spécialiste de la ventilation pour procéder à une inspection de l'installation, hein, ou après avoir vous-même fait des campagnes de mesure éventuellement pour vous rendre compte en fait et pour faire un état des lieux, on va dire, de votre établissement. Voilà. Alors, tout à l'heure, je vous parlais de 800 ppm avec le masque. Donc ici, je vous ai sorti en fait l'extrait de l'avis du Haut Conseil en fait de santé publique, donc l'avis du HCSP. Donc il nous parle en fait du CO2. Donc l'avis est paru en fait en avril 2021. Donc si on met un peu l'indice de confinement de côté, voilà, pour vous donner un ordre d'idée, la concentration de CO2 préconisée par le HCSP pour la sécurité des occupants concernant les ERP, de manière générale, le HCSP préconise pour les commerces et autres ERP de mettre en œuvre des actions d'aération et d'assurer le bon fonctionnement de la ventilation lorsque la concentration dépasse cette fois-ci 800 ppm de CO2. Donc, c'est-à-dire que même sans faire des calculs un petit peu barbares pour nous donner en fait l'indice icône, sachant qu'aujourd'hui, alors au moins chez nous, on a des solutions qui permettent de calculer l'indice de confinement. Visuellement, sur un appareil, on est capable de se dire que avec 800 ppm au niveau du masque, allez, on va tolérer jusque 1000, mais bon, c'est 800 ppm d'après le Haut Conseil de santé publique. Il faut tout de suite en fait mettre en œuvre en fait des actions d'aération pour nous aider à bien respirer, on va dire, dans le bâtiment. Donc, pour mesurer le CO2, voici les appareils qu'on propose chez nous en fait chez Soermann, donc qui peuvent enregistrer et afficher la teneur en CO2, mais aussi avertir en cas de problème de CO2 dans une pièce. Je crois qu'il y en a deux derrière moi là qui sont ici. J'en ai un également là que je peux vous faire un petit zoom en fait au niveau de la caméra. Voici. Donc ces appareils en fait mesurent le CO2, la température, l'humidité et également en fait la pression atmosphérique, qui sont des paramètres, je vous le rappelle, importants de la qualité de l'air intérieur. C'est pas juste un capteur de CO2 qui fonctionne tout seul. C'est pas magique la mesure. Il faut compenser notamment la mesure, etc. Les capteurs de CO2 chez Soermann répondent entièrement, on va dire, à la réglementation. Donc ici vous avez deux types d'enregistreurs existants. Voilà, donc on n'est pas les seuls sur le marché à en faire non plus, hein. Voilà, le premier sur la gauche, le KC 320, est capable d'enregistrer et à l'aide du logiciel, vous pouvez ressortir en fait une petite courbe avec laquelle vous allez pouvoir déterminer automatiquement l'indice de confinement. L'appareil que vous voyez sur la droite de l'écran, quant à lui, est une solution connectée. Et là, de n'importe où dans le monde, vous pouvez être alerté en direct par mail, avoir des alarmes, etc. De ce qui se passe un petit peu chez vous. En parlant d'alarme,
ces deux appareils possèdent des alarmes visuelles rouges qui viennent clignoter en cas de problème. Alors, souvent on me demande, je fais ce petit zoom aussi sur ces appareils parce que souvent on me demande dans une salle où doit être placé en fait l'appareil qui mesure, on va dire, le CO2. Eh ben, dans une salle, le détecteur de CO2 doit être placé entre 1 et 2 mètres de hauteur, ce qui correspond à la hauteur de la couche d'air, on va dire, qu'on respire. Et c'est une manière à mesurer en fait une valeur qui est représentative. Voilà, il doit être placé loin des fenêtres, portes et entrées, donc vraiment à l'opposé en fait, on va dire de tout ce qui est circulation d'air, à l'opposé des sorties d'air, voilà. Et il ne doit pas être mis à proximité immédiate, de manière évidente, de la bouche d'une personne, parce qu'encore une fois, on aspire de l'air comprenant 0,04% de CO2, on expire de l'air comprenant 4% de CO2. Voilà, comme la plupart des appareils électroniques, il faut éviter de le placer aussi à proximité immédiate d'une source intense de chaleur. Donc, faut pas le mettre sur un radiateur, hein, c'est un peu ridicule. Dans une école, il est par exemple possible de le placer sur un mur, par exemple, ou voire éventuellement sur le bureau de l'enseignant. Mais bon, sur le bureau de l'enseignant, c'est assez bas en général. Voilà, je préfère qu'on le mette sur un mur, qu'on le fixe sur une étagère, etc. Bon, les boîtiers Surman sont livrés ou peuvent être livrés avec des supports muraux en fait anti-vol. Et sachez que les boîtiers sont aimantés au cas où on n'a pas de solution de fixation en fait sur le mur. Voilà. Donc bien sûr, ils sont conformes les modèles en fait, ces modèles-là en fait aux exigences de l'article 8 différé décret 2015 du 17 août 2015 que je vous ai montré juste avant. Pour faire un petit zoom sur ce que peut nous donner en fait une courbe de CO2, le deuxième appareil là qui était sur la droite ici, voilà, ici est un appareil en fait connecté. Donc à l'usine chez nous en Dordogne est positionné quelques appareils en fait de manière un petit peu judicieuse et notamment dans un bureau en espace commun, dans un bureau collectif, on a placé en fait un petit enregistreur en fait de CO2 qui tourne en permanence pour faire une surveillance. Ce que j'ai fait, je vous ai sorti simplement en fait une courbe en fait du mois de mai de cette année, du mois de mai de cette année. Alors, ce qui est intéressant, parce que là, bon, on a une courbe en fait avec différents pics. On se dit ouais, tiens, bon, c'est beau, il y a différents pics, mais qu'est-ce que ça représente? Alors, la courbe de CO2, l'échelle en CO2, vous voyez, on est en bleu clair, c'est la courbe qui est bien ici, l'échelle. Vous voyez, on a différentes variations avec différents pics. Alors, pourquoi tous ces pics? Bah, si on regarde de plus près, en réalité, j'ai 1, 2, 3, 4, 5 pics qui correspondent en réalité au jour de la semaine. Et oui, ce sont les jours de la semaine qui sont travaillés où on voit en fait une évolution en fait du taux de CO2 en fait dans l'atmosphère. Voilà. Ici, c'est bien la semaine. Les jours en fait où le taux de CO2 est bas, ça correspond aux 2 jours correspondant au week-end. Alors vous allez me dire, tiens, pourquoi à ce niveau-là on a un petit trou? Bah tout simplement au mois de mai, il y avait le jeudi de l'Ascension qui était non travaillé chez nous comme chez vous peut-être également. Voilà. Si je m'intéressais à une journée particulière, je vais faire un petit zoom sur la journée du 18 mai par exemple, voilà, qui est ici, qui est le pic, on va dire, le plus élevé qu'on a relevé. Voilà, donc j'ai différents pics et la journée du 18 mai avec le pic le plus élevé. Donc si je fais un petit zoom, je rentre en fait dessus. Qu'est-ce que je vois? Alors là, ça représente une journée de travail. Ça représente une journée de travail en fait chez nous en fait le 18 mai. Donc qu'est-ce que je constate? Ici, en réalité, je vois 8h14 du matin, c'est un peu notre heure d'embauche. Notre heure d'embauche, en fait, les gens arrivent. Je vous ai dit tout à l'heure, en fait, au niveau de 2 heures de travail, vous pouvez nous joindre à partir de 8h30. Donc, 8h15, en fait, les gens commencent à arriver, s'installent sur leur bureau, etc. Et là, qu'est-ce qu'on observe? On observe une montée du taux de CO2. Voilà, ici, jusque 10h30. Alors, pourquoi 10h30? Alors, ça doit correspondre, grosso modo, on va dire, à la pause déjeuner, pardon, pas la pause déjeuner, mais une petite pause, en fait, une petite pause pipi, pourquoi pas au milieu de journée, etc. Les portes s'ouvrent, etc. On se lève, les gens sont un peu plus dispersés par rapport à leur bureau. Et enfin, on observe en fait une petite stabilité pour atteindre la pause déjeuner, on va dire cette fois-ci de 12 heures, dans lequel on voit bien sûr en fait une chute. Donc il y a des personnes qui restent à leur bureau pour être à votre disposition en cas de besoin. D'autres vont déjeuner, etc. On voit une chute ici avec moins de personnes. Le taux de CO2, on va dire, diminue durant la journée. Puis, retour du déjeuner, le CO2 en fait remonte. Donc pourquoi cette fluctuation, cette stabilité l'après-midi? Peut-être parce que l'après-midi, les gens sont un petit peu plus dispersés, vont en réunion, se lèvent un petit peu plus facilement. Voilà, donc c'est les portes s'ouvrent et se ferment un petit peu plus. Pareil pour les fenêtres. La température monte à l'extérieur, donc on ouvre un peu plus les fenêtres alors que la clim marche. Bon, ça c'est un autre débat, mais bon, ça arrive également. Et enfin, en fin de journée,
ben, on voit une nette chute, on va dire, du taux de CO2. Donc le CO2, c'est vraiment représentatif du confinement de l'air, on va dire, en intérieur. Et vous voyez, avec des solutions simples, on est capable de le suivre. Donc sachez que ça, cette petite application permet d'être alerté directement par mail. Et en local, mes collègues pourraient, donc là les alarmes sont désactivées dessus, mais pourraient directement se servir en fait des petites alarmes, des petits voyants rouges en fait qu'on voit sur les boîtiers, qui sont ici en fait sur le dessous. Voilà, qui sont ici sur le dessous pour justement aérer ou pour pousser justement la ventilation. Donc ça c'était pour la partie enregistrement. Alors pourquoi je vous parle de ça? Parce que mesures ponctuelles, parce qu'en fait il existe également d'autres appareils. Demain on peut pas, on n'a pas forcément les moyens, on va dire, d'investir et puis de mettre des capteurs, voire des enregistreurs en fait dans toutes les pièces en fait d'un bâtiment. Hein. C'est tout à fait enfin, nous ne demande pas mieux, mais bon, ça représente en fait un budget. Donc, malgré tout, si vous avez des salles de réunion qui sont occupées de manière ponctuelle, etc., et que vous voulez suivre, on va dire le taux de CO2, donc c'est qu'un exemple en fait de la salle de réunion, hein, vous pouvez également faire des mesures ponctuelles, et ça se fait aussi avec des appareils portables, dont les capteurs ont la même caractéristique que les enregistreurs en fait de tout à l'heure, donc ils répondent également en fait au décret, et vous permettent de faire une mesure ponctuelle directement. Voilà, donc certains modèles font uniquement en fait le CO2, la température pour une lecture directe. D'autres en fait sont un petit peu plus évolués. On pourra venir les compléter en fait de sondes, voire même à nouveau faire une exploitation à l'aide d'un logiciel. Notamment en fait ces appareils-là qui sont des appareils dédiés qualité d'air. On pourra rajouter dessus tout ce qui est mesure d'humidité. Pour tout ce qui est mesure permanente, donc cette fois-ci, on ne parle plus d'enregistrement, mais vraiment une surveillance fixe dans laquelle on veut être alerté, pourquoi pas par des alarmes sonores, etc. On a d'autres appareils qui vous permettre d'avoir soit des alarmes visuelles, soit des alarmes sonores, soit simplement transmettre en fait les données. Donc je pense à des établissements tertiaires comme des musées où on peut parfois avoir ce qui s'appelle une GTC, donc une gestion technique contrôlée en fait du bâtiment, sur laquelle sont transmises en fait les données. Et d'autres modèles sont plus conséquents encore parce qu'ils intègrent d'autres paramètres comme la température, comme tout à l'heure, etc. Voilà. Donc on peut transmettre les données, on peut être alerté visuellement ou de manière sonore avec différents modèles. Donc pour toute information, je vous invite à contacter notre service commercial au numéro qui s'est affiché en fait tout à l'heure. Donc, au niveau de la qualité d'air intérieur, si je m'étends un petit peu, là je m'égare un peu, mais au niveau de la qualité d'air intérieur, on propose également une large gamme qui permet de déterminer en fait plus ou moins de gaz qui apparaissent sur la gauche de votre écran. Donc, on va retrouver notamment le CO2, mais également en fait l'ozone, les COV, le formaldéhyde, le SO2, puis j'en passe et des meilleurs, pour des mesures ponctuelles ou bien pour des enregistrements. Voilà. Passons maintenant à la ventilation. Alors la ventilation, je vous ai dit, CO2, confinement de l'air, on aère. Alors aérer, c'est déjà une action de ventilation, hein. Mais comment ça fonctionne en fait tout ça? Alors dans le tertiaire et tout ce qui est bâtiment, on va dire plus important, tout à l'heure je vous parlais de VMC, mais dans le tertiaire ou des bâtiments assez conséquents, en fait, sont installées des centrales de traitement d'air. C'est ça qui nous souffle avec les petites, je regarde le plafond avec les petits diffuseurs, etc. à l'air. Cet air est repris, etc. Mais comment ça marche? Eh ben, de l'air frais est aspiré de l'extérieur. Il passe par une centrale d'air qui filtre, qui refroidit ou réchauffe éventuellement cet air pour être ensuite diffusé, on va dire, dans les salles. L'air pollué, quant à lui, est repris, voilà, pour être recyclé, traité ou rejeté directement en fait vers l'extérieur. Donc le débit qui est diffusé dans les salles, c'est pas au hasard, ça marche pas comme ça, hein, voilà, c'est bien calculé, c'est bien déterminé. Le débit qui est diffusé dans une pièce est déterminé en fonction du volume de la pièce, de son occupation, de la pression. Je pense à des salles blanches en fait ou à des salles d'opération, voire en fait du taux de CO2 qui risque d'être rejeté, qui risque d'être présent, on va dire, dans l'air, voire également en fait de la température, etc. Donc c'est pas déterminé au hasard. Quand on a j'aime bien prendre l'exemple des classes, m'en voulez pas, mais quand on a des classes dans lesquelles vous avez beaucoup trop d'élèves par rapport à ce qui était dimensionné par rapport à la clim, là vous avez un risque effectivement en fait d'accumulation de la concentration du CO2. C'est pour ça que c'est super important en fait de surveiller en fait le CO2 pour pouvoir aérer en complément en fait des systèmes de climatisation. Même si c'est vrai, en termes d'énergie, ça vous consomme un petit peu, vous ouvrez en fait les fenêtres. Mais par contre, c'est super important pour la santé de petites têtes blondes. Donc les besoins d'une salle, comme je vous disais, sont souvent en fait différents de l'une à l'autre, donc en fonction de la taille de la pièce, de l'équipement, mais ça peut être également le cas au sein d'une même salle.
Donc la solution, c'est de faire un équilibrage. Là, je vous prends j'ai dessiné en fait une salle avec des gaines en fait de ventilation directement en fait à l'intérieur. Voilà, on imagine une salle. Donc la solution, c'est de faire un équilibrage, je vous le disais. Donc dans cet exemple, donc les diffuseurs, donc vous en avez deux en haut, à Q1, Q2, sont équilibrés avec un débit d'air identique. Voilà, par exemple, euh, attendez, je reviens dessus. Voilà, sont équilibrés avec un débit d'air identique. Donc ici, on peut considérer que l'air en fait est diffusé de manière tout à fait en fait homogène dans la pièce, et bien diffusé partout. On peut évacuer en fait correctement grâce à la petite grille de reprise les polluants, etc. Donc pour régler les débits, l'opérateur lui va agir sur ce qui s'appelle en fait des registres. Donc il va se trouver en fait au-dessus en fait au niveau des gaines, ou bien parfois directement au niveau des diffuseurs. Et l'équilibrage en fait peut se faire en fait d'une pièce par rapport à une autre, mais aussi au sein d'une même pièce. Alors parfois on me dit ouais, pourquoi au sein d'une même pièce? Bah tout simplement, si je reprends mon petit schéma et si je prends un débit qui est soufflé sur mon deuxième diffuseur qui est beaucoup plus important que le débit qui est soufflé en fait sur mon premier diffuseur, donc en Q1, eh ben, l'air en fait risque d'être mal réparti, et on s'expose en fait à un risque d'inconfort pour les personnes, les produits, et on s'expose également en fait à une mauvaise évacuation en fait des polluants ou des bactéries, parce que l'air n'est pas brassé de manière correcte. Bon, c'est un petit peu plus compliqué que ça en fait dans la technique, mais grosso modo ce schéma-là en fait est assez parlant. Donc en l'absence de toxiques en fait de poussière et de composés chimiques, tout ça en fait c'est réglementé, voilà, et sous réserve de respecter la réglementation en fait de bruit, etc. Voilà, le débit d'air neuf minimal est généralement prévu dans le règlement sanitaire départemental et ou le code du travail. Donc là, c'est simplement un extrait en fait de ce qu'on trouve en fait sur internet au niveau de la réglementation. Donc du code de travail, donc c'est la colonne que vous avez ici, hein, ou du règlement sanitaire départemental, c'est la colonne que vous avez là. Donc il y a pas mal de valeurs. Donc ça, c'est le débit minimum à respecter par salarié ou par personne occupant, on va dire en permanence les locaux dans une pièce. Donc pour un local donné, le débit d'air de ventilation, encore une fois, ça fixe le nombre de personnes maximales autorisées, comme je vous disais, et une salle de réunion ventilée. Donc on en retrouve une ici, voilà, une salle de réunion ventilée, par exemple en fait, dans laquelle on a 30 mètres cubes. Doit avoir 30 mètres cubes de maximum. On doit pouvoir souffler en fait dedans 300 mètres cubes pour une salle en fait de 10 personnes. Donc, si notre débit qu'on mesure disponible, par exemple, avec un appareil, on se rend compte qu'on n'a que 200 mètres cubes en fait de disponible à l'intérieur, on pourra mettre 6, 7 personnes maximum dans cette salle de réunion. Donc, autre exemple, donc pour tout ce qui est enseignement et commerce, voilà, on voit ici différents taux, différents débits minimaux en fait à respecter, que ce soit par réglementation sanitaire ou par le code du travail. Voilà, donc c'était juste une petite aparté, encore une fois. Je reprends mon petit schéma. Au-delà de ce qui est soufflé dans les locaux, tout à l'heure on évoquait le fait que pour lutter contre l'accumulation du CO2, il fallait renouveler l'air régulièrement. Le taux de renouvellement d'air exprime le nombre de fois où l'air d'un local est renouvelé par rapport à de l'air neuf extérieur. Donc, et ça chaque heure. Voilà. Et vérifier que le taux de renouvellement d'air en fait d'un local est correct, ça commence par de la mesure. Parce qu'effectivement, si on accumule beaucoup trop de CO2, on va dire, dans le local, c'est pas bon. Si on règle bien en fait nos débits, si on agit sur l'aération, la ventilation, etc., on peut diminuer grandement, on va dire, la pollution. Voilà, cette mesure va permettre de s'assurer que la qualité d'air qu'on respire est optimale. Voilà, il y a une norme, notamment pour la mesure, la norme EN 12599, si je vous dis pas de bêtises, qui décrit différentes méthodes de mesure de débit. Donc que ce soit au niveau des bouches d'air, sur les sections droites d'un conduit, ou avec un dispositif de type cône, par exemple. Donc un cône qui vient englober, on va dire, la grille ou le diffuseur. Donc, je vous prépare d'ailleurs un webinaire sur la mesure aux bouches, si ça vous intéresse, en fait, pour novembre. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à suivre les pages Sowerman sur les réseaux sociaux, en fait, pour vous inscrire, notamment, et maîtriser le taux de renouvellement d'air garantit que l'air que nous respirons est suffisamment renouvelé et donc suffisamment de bonne qualité. Donc, ce tableau, voilà, je vous le sors, voilà. Voilà. Donc le taux de renouvellement d'air, voilà, pour le calculer, c'est assez simple en fait, c'est le débit d'air en mètre cube heure disponible dans la pièce, donc le débit qui s'appelle Q, hein, sur le volume en fait de celle-ci. Et ça nous donne en fait simplement le taux de renouvellement d'air. Donc le débit total que l'on a mesuré sur le volume, ça nous donne le taux de renouvellement d'air. Le tableau en fait que je vous ai mis là,
Voilà, montre plusieurs cas de figure avec des valeurs mini-maxi recommandées par heure. Par exemple, un salon de coiffure devrait assurer 10 à 15 cycles de renouvellement de son air intérieur par heure, notamment pour éliminer les multiples aérosols utilisés. Alors attention, il a été publié avant la pandémie du Covid. Aujourd'hui, il est même demandé des taux de renouvellement d'air encore plus élevés pour minimiser en fait le risque de contamination en intérieur. Face aux virus qui sont souvent en fait comparés à des aérosols dans leur comportement physique, hein, ça je vous le disais, il est facile d'imaginer qu'un taux de renouvellement d'air soutenu est nécessaire pour réduire les risques de contamination. Donc là, cet autre tableau montre que de passer de 2 à 4 renouvellements d'air, alors ici, ici, je passe de 2 à 4 au niveau du taux de renouvellement d'air, permet de décontaminer une pièce 2 fois plus vite. Voilà, de 138, je passe à 69 minutes. Donc le taux de renouvellement d'air est également en fait très important en fait à maîtriser. Pour mesurer en fait et calculer pour mesurer les débits et calculer le taux de renouvellement d'air, on va retrouver chez Surman ce type d'appareil qui est une sorte de gros cône, voilà, il faut imaginer que de base en fait ça fait 60 cm par 60 cm, donc 600 par 600, et ça permet d'englober directement, on va dire, l'intégralité, on va dire, d'un diffuseur. Donc ça, on le prend, on le positionne en fait sur le diffuseur directement, on a automatiquement la mesure de débit qui est faite et l'appareil vous donnera automatiquement le taux de renouvellement d'air. Donc 5 dimensions différentes de hotte, donc qui sont interchangeables, et une plage assez large. Donc ça mesure pour info aussi la température, l'humidité et la pression atmosphérique. Donc la mesure de débit, les appareils portables, on va retrouver également des appareils qui ressemblent à ceux de tout à l'heure, sur lesquels on peut coupler des cônes de mesure pour des grilles plus petites ou de la VMC. Donc disponible avec des sondes filaires ou radio, pareil, on aura des petits logiciels d'exploitation au besoin, etc. D'afficheurs graphiques éventuellement. Voilà, donc ça permet de faire des mesures en ambiance, en gaine ou aux bouches. Je vous ai dit que les débits, ça pouvait se mesurer en fait sur différents endroits en fait du bâtiment. Et maintenant, on va pouvoir passer à donc très rapidement. Donc l'objectif des filtres, filtre, c'est comme un filtre. Je fais un comparatif mais vulgaire avec l'aspirateur. Dans l'aspirateur, on change un sac. Un sac, c'est un filtre en réalité. L'objectif des filtres, c'est arrêter certaines dans la pièce. On vient filtrer l'air en fait pour qu'il soit, on va dire, le meilleur possible. Voilà. Un rythme d'inspection d'ailleurs doit être, sur tout ce qui est centrale d'air, doit être défini en fonction de l'application et du type de filtre sur une CTA, donc une centrale de traitement d'air. Voilà, il n'est pas rare qu'on a une inspection qui est faite tous les mois, un nettoyage des filtres qui est fait tous les 3 mois et un remplacement tous les ans. Donc après, bien sûr, c'est à optimiser en fonction de la vitesse de l'encrassement. Et comment on suit la vitesse de l'encrassement? C'est grâce en fait à une mesure de pression qu'on appelle également le suivi du colmatage. Parce qu'au fil de leur utilisation, en fait, des filtres s'encrassent. C'est-à-dire qu'ici, vous avez un petit graphique où vous voyez le temps de fonctionnement par rapport à ce qui s'appelle la delta P, la perte de charge en pascal, donc la pression en amont et en aval du filtre. Au fil du temps, on remarque que cette pression augmente pour arriver en fait à une certaine valeur et sur un filtre dit encrassé. Et donc, on doit faire une action quand ce filtre-là est encrassé. Un filtre encrassé peut engendrer en fait soit une diminution du débit soufflé, dans la pièce, ou une surconsommation éventuellement des ventilateurs. Par exemple, si on n'a pas changé en fait nos filtres, les ventilateurs tirent ou poussent un petit peu plus fort pour pouvoir en fait suivre, on va dire, l'air ou les températures que vous avez demandé en fait dans les pièces. Voilà, donc on risque en fait d'une surconsommation. On a également une risque, si on ne change pas nos filtres, une risque d'infiltration, on va dire d'impureté, si le filtre vient à percer notamment. Voilà, c'est la poussière et la contamination véhiculée par, on va dire, l'air extérieur ou intérieur d'ailleurs, qui colmate les filtres. Plus un filtre s'encrasse, plus sa perte de charge, en fait, sa delta P, voilà, augmente. Et on parle de colmatage. Voilà, le filtre doit être remplacé à un certain seuil de pression pour éviter. Donc en général, c'est le fabricant du filtre qui va vous indiquer en fait à quelle plage de pression en fait il faut le changer ou le nettoyer, etc. Et il doit être remplacé à un certain seuil de pression pour éviter la rupture et la contamination, on va dire potentielle. Voilà. Ça nécessite l'utilisation d'instruments de mesure, voilà, de delta P. De plus, voilà, ce que je veux dire, c'est mesurer, c'est aussi pouvoir optimiser la durée de vie des filtres, parce que effectivement, là, la fréquence en fait d'inspection, etc. que je vous ai donné en fait, c'est indicatif, voilà. Mais si on mesure, en fait, on peut optimiser la durée de vie des filtres. On n'est pas obligé de les remplacer en fait tous les ans, voilà, si le filtre est encore fonctionnel, et peut-être aussi optimiser du coup en fait la fréquence de déplacement des techniciens qui viennent chez vous.
Voilà, car certains appareils portables, on connaît les manos par exemple, hein, les manomètres à colonne de liquide, hein, ces gens ont appelé des Kimo en fait vulgairement. D'ailleurs, Soarman a fait l'acquisition de Kimo en 2015, donc il y a déjà 6 ans maintenant. Voilà, d'autres des systèmes sont fixes en fait et permettent de renouveler la vitesse d'encrassement et d'avertir en fait en cas de problème si jamais en fait vous avez un problème avec un filtre. Pareil que tout à l'heure, en fait, vous pouvez être averti soit par des voyants ou par des contacts secs, par des alarmes qui vous préviennent. Donc, pour suivre l'encrassement, on va retrouver comme tout à l'heure des enregistreurs, donc je vais pas m'étaler sur le sujet, qui cette fois-ci en fait sont spécialisés dans le delta P des filtres, qui vous proposent des alarmes visuelles, voire un suivi en fait à distance grâce à nos solutions connectées en LoRa sur la droite de votre écran. Et on va retrouver également tout ce qui apparaît à poste fixe, comme ceux-là qui sont des capteurs transmetteurs qui peuvent mesurer, déclencher des alarmes, avoir une alarme sonore éventuellement, retransmettre l'information, ce qui s'appelle un JTC, ou avoir des systèmes simples avec quoi Quakimo, je vous disais, a démarré euh, son activité, les fameux manomètres à colonne de liquide qu'on trouve un petit peu partout et qui n'ont pas d'alimentation, qui offrent un gros avantage. On va retrouver également des appareils de mesure portables, donc les techniciens qui viennent faire les contrôles sur d'encrassement des filtres en fait utilisent ce genre d'appareil pour voir si le filtre en fait fonctionne de manière optimale ou non. Alors tous ne sont pas équipés, donc attention. Pour conclure, ce que je peux vous dire, c'est que la mesure du CO2 et la surveillance de la qualité d'air, ça nous concerne tous. Hein, voilà, encore une fois, en moyenne 85% de notre temps, on le passe dans des espaces intérieurs et des cas d'application. Et parmi les cas d'application, on va retrouver partout. En fait, des cas d'application, on en trouve partout. Voilà, par exemple, ici, en fait, je vous ai mis quelques photos, que ce soit dans des zones de travail, des espaces communs, des salles de réunion, dans le tertiaire, dans les musées, dans les écoles, dans les piscines, les centres commerciaux, enfin partout, dans tout ce qui est espace clos, même chez soi, hein, éventuellement. Dans le domaine hospitalier, je passe dans les archives également, ça nous est demandé, beaucoup d'appareils en fait de mesure dans le domaine. Voilà. En tout cas, j'espère que ce que je vous ai présenté vous donne aujourd'hui un peu de visu sur les solutions pour mesurer les débits, calculer le taux de renouvellement d'air parce que c'est important, faut pas l'oublier, mais aussi en fait mesurer en fait le CO2 en évaluant le confinement de l'air. Et au besoin, maintenant vous savez aussi quel appareil utiliser pour bénéficier d'une bonne surveillance de la qualité d'air intérieure. Si vous le souhaitez, je vais prendre quelques questions. Je vous remercie énormément de votre attention. Je vais prendre quelques questions. Vous pouvez les poser encore. Vous avez le temps sur la droite de votre écran. Donc, comme ça, dans ce sens-là. Voilà, sur la droite de votre écran. Et j'y répondrai avec grand plaisir. Je vois qu'il y en a déjà quelques-unes d'ailleurs. Alors, j'ai Michel qui me demande quelles sont les obligations réglementaires pour les établissements d'enseignement supérieur, universités notamment, en matière de mesure du CO2. Eh ben, ça reprend Michel, parce que je vous disais tout à l'heure en fait concernant les ERP. C'est tout ce qui est locaux d'enseignement est concerné par la réglementation en fait de 2015. Si vous l'avez pas noté, refaites-moi un petit mail. Là, vous avez mon adresse mail qui apparaît à l'écran. Je vous renverrai en fait si vous voulez même le fascicule complet en fait dire du ministère de l'environnement là-dessus. Et normalement, vous êtes soumis, on va dire, au contrôle ou on va dire du CO2. Alors, au niveau obligation, il n'y a pas réellement, on va dire, d'obligation. C'est fortement conseillé pour évaluer en fait le confinement de l'air. D'ailleurs, il y a pas mal d'articles qui sont parus ces derniers temps en fait dans la presse, même ces derniers mois. Il y en a encore eu un sur Public Sénat la semaine dernière, le 1er septembre, qui indiquait d'ailleurs que l'État allait allouer des budgets en fait à certains établissements pour les équiper justement en capteurs en fait de CO2, que ce soit des enregistreurs ou des détecteurs, de manière à pouvoir garantir une bonne qualité d'air intérieur. Voilà, donc l'obligation en tant que telle, il n'y a pas de texte qui dit il faut mesurer le CO2. Par contre, c'est fortement conseillé et dans la réglementation de 2015, il est demandé de faire cette mesure, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en fait, tous les 7 ans, et puis de faire passer en fait des organismes accrédités qui sont capables de vous le faire. Voilà. Alors autre question. Ici, j'ai une question de Thierry. Voilà, vous m'avez tourné la tête parce que j'ai 2 écrans du coup pour les questions. Alors Thierry, avez-vous des systèmes permettant de contrôler les débits ailleurs que sur les bouches? Ah oui, j'ai parlé beaucoup de bouches, c'est vrai. Alors oui, on a des systèmes qui vont effectivement dans les gaines, notamment en fait ce qu'ils appellent en fait par exemple des ailes de mesure, des croix de mesure. Donc c'est des systèmes qu'on va installer à poste fixe en fait dans les gaines de ventilation, qu'on relie à un petit capteur
ce capteur fixe que je vous ai présenté, enfin que je vous ai montré en fait en visu là tout à l'heure. Voilà, ces capteurs vont directement vous afficher en fait le débit et peuvent vous transmettre l'information, voire vous alerter au travers de ce qui s'appelle des relais ou des contacts secs en cas de défaillance. Il existe également d'autres systèmes, je pense notamment en fait au système à fil chaud également, qui s'installe assez facilement, on va dire, dans les gaines. Alors n'hésitez pas à reposer des questions. Je suis en train de parcourir celles qui sont posées. Donc j'ai Audrey. Alors Audrey. Alors Audrey, les VOC, les COV, voilà, sont-ils aussi évaluables par le taux de CO2 intérieur? Alors que je me remette en place cette question, les VOC sont-ils aussi évaluables par le taux de CO2 intérieur? Alors, ouais, d'accord, je vois ce que vous voulez dire, Audrey. Alors, dans la même logique, on pourrait dire que oui, mais ces particules, attention, n'ont pas les mêmes propriétés physiques. Elles sont plus petites, plus fines, plus légères, plus persistantes. Ce sont des composés organiques volatiles. COV, c'est composés organiques volatiles. Voilà, il faut aussi les mesurer. Voilà, mais ça se fait avec d'autres appareils. Voilà, ça se fait avec des appareils qui sont spécifiques. En fait, c'est COV. Je vous en ai montré tout à l'heure quand je vous ai dit tiens, on a des appareils aussi pour la qualité d'air. C'est aussi des appareils qui mesurent en fait les COV. Et certains, encore une fois, COV sont cancérigènes avérés. C'est pour ça, si je rebondis sur Michel tout à l'heure, dans cette réglementation, il est demandé de suivre le CO2, le formaldéhyde, le benzène et le tétrachloroéthylène. Donc, on est capable chez Soermann de mesurer directement en fait notamment le formaldéhyde qui est cancérigène avéré, parce que c'est des particules qui sont ultra fines, ça peut pas se faire avec n'importe quoi non plus en fait comme capteur. Voilà, et en fonction et en fonction des mesures, bah, il faut prendre des actions mais vraiment radicales, on va dire, pour réduire vraiment leur présence. Voilà, agir sur les matières, donc colle, peinture, etc. d'un établissement, les meubles, parce que les COV en fait c'est dégagé par tout mobilier, par les revêtements de sol, sur les murs, etc. Les COV il y en a partout. Voilà, et surtout voilà. Et le taux de CO2, lui, en fait, par contre, en fait, sert surtout à être représentatif du taux de renouvellement d'air, enfin représentatif du confinement de l'air, comme on l'a dit en fait lors de cette présentation. Alors, autre question. Allez. Ah, j'ai Stéphanie, j'ai une question de Stéphanie. Alors, y a-t-il dans votre gamme des détecteurs de CO2 personnels? Alors oui, oui et non, non, pardon. Alors pour détecter, pour détecteurs de gaz nous on fait des détecteurs de gaz en fait effectivement personnels individuels qu'on appelle en fait des EPI. Dans la gamme Soermann, on va retrouver en fait des appareils qu'on appelle des EPI. Donc des EPI, c'est des équipements de protection individuelle qui sont faits pour se protéger de taux anormaux de certains gaz, donc notamment en fait comme le CO, le monoxyde de carbone, qui est un gaz inodore et incolore. Donc on a ces petits détecteurs là, mais pas de CO2 directement, parce que le CO2, encore une fois, c'est reparti du confinement de l'air. En détecteur, on va pouvoir vous proposer du CO par exemple, on va pouvoir vous proposer du NH3, donc de l'ammoniac, ou surveiller éventuellement l'oxygène, donc l'O2, pour vérifier qu'un milieu comporte suffisamment d'oxygène pour y travailler. Alors, mais pas de détecteur en fait individuel de CO2, donc à porter sur soi. Alors pourquoi? Car la mesure serait trop influencée par le taux de CO2 qu'on va expirer, que la personne va rejeter à l'extérieur lors de sa respiration. C'est aussi pour ça que tout à l'heure, si vous n'avez pas fait gaffe en fait, Stéphanie, dans la presse, je vous disais au niveau du positionnement en fait des appareils et des enregistreurs justement de CO2, attention à ne pas les mettre à proximité d'une personne parce que forcément la valeur et la mesure qu'ils vont afficher va être influencée par l'air expiré par celle-ci. Je regarde s'il y a d'autres questions. Non, non. Bah, je vois pas d'autres questions. Je vois pas d'autres questions. Donc si certains veulent des informations complémentaires ou des documents relatifs à cette présentation, donc sachez qu'il y aura que celle-ci en fait sera mise sur YouTube, hein, comme les autres webinaires en fait de Soermann. N'hésitez pas à nous contacter. Vous avez les numéros de téléphone qui apparaissent en bas à gauche de votre écran. Vous pouvez également nous suivre directement au niveau du blog Insight, directement via le site Soermann Group, où il y a pas mal d'articles sur plein de sujets en fait. Bien sympa en fait de notre quotidien, et je vous remercie encore une fois énormément pour votre attention et puis je vous dis à très bientôt. Merci pour tout. Au revoir.